Alger, il y a 40 ans. Matin du 5 juillet 1962. Après 7 ans de guerre, enfin la paix. L'Algérie est indépendante. Un jour si attendu. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, de passer d'un système à un autre, de participer à la libération de son pays à un âge où normalement on doit poursuivre ses études, avoir une vie normale, tranquille, calme, etc. Finalement, c'est l'aventure dans l'aventure. On était tous jeunes à l'époque, on n'avait pas d'expérience. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous on a vaincu l'armée française. Moi j'ai dit ce n'est pas vrai. Nous, on a obtenu uniquement notre droit en tant qu'être humain à vivre dans une petite démocratie d'abord. Hein. Parce qu'on n'a pas de démocratie, c'est un autre problème. Combattant sans visage de la première heure de la guerre d'indépendance, chef historique mythique de l'insurrection contre la France, responsable du FLN à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Algérie, ils étaient jeunes, ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Tous ces hommes ont joué un rôle essentiel dans la guerre d'Algérie. Pour la première fois, ils racontent l'été 1962. L'été 1962, les joies de l'indépendance et les luttes pour le pouvoir. L'indépendance aux deux visages. Trois mois plus tôt, mars 1962. La guerre dure depuis 7 ans. En Algérie, les maquis de l'intérieur, divisés en 6 régions, qu'on appelle wilayas, sont isolés et terriblement décimés. Moins de 1 survivant sur 3. Nous sommes des miraculés parce que c'était très difficile, bien sûr. Youssef Ratib, responsable en 1962 de la Wilaya 4, la grande région autour d'Alger, engagé très jeune, n'a jamais quitté le maquis pendant toute la durée de la guerre. La Wilaya 4 a perdu le tiers de son effectif. Vous aviez l'impression d'être abandonné ou pas? Abandonné, oui. Abandonné, isolé par la construction de barrages électrifiés longs de 300 km sur les frontières tunisiennes et marocaines, et coupé de toute aide et renforts extérieurs. Coupé des secours des forces de plus en plus importantes qui forment, au Maroc et en Tunisie, une véritable armée, l'armée des frontières. Coupé des chefs historiques de l'insurrection, arrêtés 6 ans plus tôt, Ahmed Ben Bella, Mohamed Khidr, Ossinaït Ahmed, Mohamed Boudiaf, Mostefa Lashraf sont emprisonnés en France. Depuis leur arrestation, le pouvoir politique est à Tunis, en exil, représenté par le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, alors présidé par Ben Youssef Ben Khedda. Une révolution géographiquement écartelée entre les maquis de l'intérieur, l'armée des frontières au Maroc et en Tunisie, le GPRA à Tunis et les chefs historiques prisonniers en France. Pour en finir, le GPRA a désigné son vice-président Krim Belkacem pour négocier avec la France l'arrêt des combats. Négociation d'abord secrète, puis au grand jour, à Évian. Louis Jox pour la France, Krim Belkacem pour le GPRA, négocie le départ de l'armée française, le statut de la minorité européenne, le sort des harkis et enfin le destin du Sahara et des gisements pétroliers. Pour nous, les négociations d'Évian, une bonne partie des négociations d'Évian, c'était un peu secret. Salah Boubnider dit Saout al-Ahrab, responsable de la Wilaya 2, nord constantinois, au maquis depuis 6 ans. C'est-à-dire, nous, on sait qu'il y a quelque chose qui vient. Mais officiellement, on n'a pas été informé. On a été informé une fois,
tout est terminé. Les accords d'Évian n'étaient pas au courant. Comment on pouvait le savoir? Vous entendiez des rumeurs, vous aviez des fragments d'informations? Non, pour nous, l'information, c'était le poste radio. C'était ça uniquement. La radio, c'est-à-dire Europe numéro 1 ou Radio Luxembourg, sur les postes transistors des soldats français. On n'a plus de risques, parce qu'il fallait prendre des risques comme ça. On se rapprochait le plus possible d'un camp, d'un poste. Et le cessez-le-feu, vous l'apprenez comment? Cessez-le-feu à la radio également. Oh, comment voulez-vous? C'est ça, les gens ne savent pas ces détails, mais c'était coupé. C'était extraordinaire, c'était l'ennemi qui nous informait. À travers la radio, à travers la presse, nous étions informés. Le 18 mars 1962, après plus d'un an de difficiles négociations, un accord est enfin conclu entre les deux parties. Parmi les négociateurs, côté algérien, Reda Malek. Pendant toutes ces négociations, qu'elles soient secrètes ou publiques, on ne s'est jamais touché la main. Avec les délégués français, oui. Jamais. Parce que nous étions en guerre. Le 18 mars, à 17h, Jox a fait un discours pour la coopération, la réconciliation entre les deux pays. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est levé et qu'il a touché la main des délégués algériens. Et qu'il y a eu une photo qui a été prise. Parce que pendant toutes ces négociations, il n'y a jamais eu de photographe. Même public, ces négociations étaient connues, etc. Mais à l'intérieur, dans la table de négociation, il n'y a pas de photo. La seule photo qu'on a, c'est celle où on a serré la main de délégués français. Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est signée. Combattant de la guerre, aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. J'étais à Tunis, à l'annonce du cessez-le-feu. Salah Boudjil est alors à Tunis, officier de l'armée de libération nationale. Et moi, il y avait toute une joie cette journée-là. Il y avait beaucoup d'Algériens, tout le monde était content. Les Tunisiens aussi étaient très contents. Il y avait semble d'une fête. Mais ça restait quand même, après le 19 mars, on pensait tous, après le 19 mars, comment que les choses allaient se passer après le 19 mars. Après la signature des accords d'Évian, les frontières s'ouvrent. Des centaines de milliers de réfugiés, dont la plupart sont des paysans déplacés par la guerre, sont autorisés à revenir en Algérie. Parmi eux, après 7 ans d'exil, Abderrazak Bouhara. C'était le retour des réfugiés organisé conjointement par les Algériens et les Français. Il y avait des commissions mixtes. Et c'est dans ce passage que j'ai retrouvé donc ma mère après cette année d'absence, qui était, quand elle a su que je venais de franchir la frontière, et avec le réseau du FLN, ils m'ont ramené sur la frontière du côté de Gambetta, bien entendu. Je le reconnais parce que on ne peut pas ne pas reconnaître sa mère, même après 7 ans d'absence. Mais il y avait avec ma mère mon jeune frère. Et je lui ai posé la question pour savoir qui était ce jeune homme qui était avec elle. Je ne l'avais pas reconnu. Pas reconnu. Des zones entières ont été interdites aux Algériens pendant la durée du conflit. Près de 2 millions de paysans ont été déplacés. 8000 villages
ont été détruits. La tâche de reconstruction de l'Algérie sera très difficile. Rafik Ben Sassi, engagé très jeune dans les combats du nationalisme algérien et dans la clandestinité depuis de nombreuses années, arrive à Rocher-Noir, près d'Alger, lieu de l'exécutif provisoire algérien, pour préparer le passage à l'indépendance. J'étais envoyé par le colonel Karim Belkacem, qui à l'époque assurait la fonction de président du comité de guerre. Et moi j'avais appartenu à son cabinet militaire. Je m'occupais du renseignement et d'autres choses aussi. Et donc vous avez été envoyé à Rocher-Noir, à l'exécutif provisoire. Oui. Pour préparer le passage à l'indépendance? Préparer un peu ça, mais c'est surtout pour la lutte anti-OAS. Il fallait mettre en place des commandos à partir des éléments qui rentraient de l'ex-fédération de France et qui venaient des commandos de l'ALN pour préparer un embryon de police et de gendarmerie algérienne et en même temps passer à la phase finale de la lutte anti-OAS avec les commandos des services spéciaux français aussi qui ont participé. La guerre n'est pas finie. Au nom de l'Algérie française, l'OAS plastique et assassine. Politique du chaos et de la terre brûlée. Est-ce que l'OAS avait songé à s'approcher de Rocher-Noir? Ils ont fait exploser plusieurs bombes à l'intérieur de la cité administrative. C'était truffé, hein. Il y avait beaucoup de sympathisants de l'OAS. Donc c'était une espèce de coexistence un peu bizarre, mais bon, ça fonctionnait comme ça. Violence, assassinat, destruction, affrontement, l'Algérie semble plongée dans le chaos. Se sentant abandonnés, sans protection, livrés à eux-mêmes, les Européens d'Algérie, ceux que l'on appellera plus tard les Pieds Noirs, décident de quitter en masse le pays. C'était une vision, je ne peux pas dire acceptable, mais vraiment pénible. Toutes ces familles complètement abandonnées pratiquement, laissées à elles-mêmes, avec des enfants, des femmes. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vécu un épisode qui m'a douloureusement marqué. C'est du côté de l'Harrach, l'ex-usine de carreaux, de carrelage ou de briques, une briqueterie, je crois.